Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou, bienvenue dans les ondes Vocast, épisode d'avril. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Et comme chaque mois, on va tout d'abord faire un petit tour de l'actu radio avec Julien Vigier. On parlera entre autres de la fusion de Digital Radio UK et Radio Player UK, la nomination de la nouvelle directrice de France Inter et le départ potentiel de Léa Salamé de la matinale, les youtubeurs qui arrivent à la radio, les grands salons radio qui reviennent enfin en présentiel, les Radio Days Europe en mai et le Paris Radio Show en juin, etc. Plein d'autres actus. On aura aussi Rémi Bertolon qui viendra aussi nous parler de la radio dans les magasins. Oui, pas dans sa cuisine, incroyable. Dans la deuxième partie interview, je recevrai Julie Terrade, directrice radio nationale de Médiamétrie. Avec Julie, on reviendra en détail sur la nouvelle étude IR qui a remplacé la 126 000 à la rentrée dernière. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a changé et pourquoi, l'impact sur les résultats d'audience en national comme en local, et aussi l'évolution à suivre du panel radio sur les habitudes d'écoute qui devrait évoluer à la rentrée de septembre. Enfin, on reviendra sur comment sont prises les décisions de changement de méthodologie au sein de Médiamétrie et avec les radios. Des ondes Vocast, épisode d'avril, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Tu es le directeur de VO2X, société d'édition de radio et de podcast pour les entreprises. Alors, on va faire ensemble le tour de l'actu radio, comme chaque mois. Et tout d'abord, une grosse actu chez la première radio de France, France Inter, qui a enfin trouvé sa nouvelle directrice. Il s'agit de Adèle Van Driet, animatrice des Chemins de la Philosophie de France Culture. Alors ça a été une grosse surprise, tant sur la personne qui a été trouvée, que sur le fait de trouver une directrice tout court, car la presse avait fait beaucoup écho il y a quelques mois de la chasse en cours pour trouver le ou la remplaçante de Laurence Bloch, avant son départ à la retraite, prévu dans quelques mois. Alors on avait évoqué Marc-Olivier Fogiel dans la liste notamment, qui avait décliné. Ces bruits de presse avaient beaucoup agacé la direction de Radio France, et on pensait que la succession de Laurence Bloch était reportée à plus tard, et finalement donc on a cette nouvelle qui est arrivée. Ouais, niveau surprise, c'est une surprise, parce qu'elle est inconnue en fait du grand public, Adèle Van Driet. C'est vrai qu'il faut écouter France Culture pour la connaître. Alors c'est plutôt une bonne surprise, une femme comme Laurence Bloch, plutôt jeune, ça fait des avantages. Elle part là aussi avec un avantage puisque Laurence Bloch restera en poste pendant tout l'été pour travailler donc conjointement avec elle sur la grille de rentrée. De toute façon, c'est comme ça qu'ils ont communiqué, hein, faire une grille de rentrée à quatre mains, comme on dit, transition tout en douceur, donc pour sécuriser la prochaine rentrée. Je rappelle que France Inter est première radio de France, donc c'est quand même délicat de tout changer. Et surtout, voilà, transition en douceur pour mettre cette nouvelle directrice sur de bons rails. Effectivement, ça a mis un certain temps pour France Inter pour gagner la première place. Effectivement, il faut plutôt consolider les acquis et Adèle aura donc bien besoin de l'aide de Laurence pour installer cette grille. Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a aussi appris, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, oui, c'est ce que j'allais dire. Mauvaise nouvelle, on a appris que Léa Salamé allait peut-être être sur le départ à la fin de la saison. Écoute, je sais pas, c'est un lapsus révélateur peut-être pour toi, du moins une bonne nouvelle, peut-être que tu en as assez d'entendre Léa Salamé, ça peut se comprendre, parce que elle s'interroge, ça fait 7 ans quand même de matinale, 7 ans c'est long, elle souhaite avoir plus de temps pour sa vie de famille. Alors c'est une sacrée info, pour l'instant on le répète, à prendre avec des pincettes. Salamé Domoran, c'est une réussite en audience, Léa Salamé c'est un visage incontournable de l'interview politique. Il y a le ton, il y a la pugnacité, il y a l'image de femme qui compte dans les médias. C'est donc, pour moi, à mon avis, une sacrée perte quand même pour la première radio de France. Léa Salamé, c'est par exemple Nicolas Hulot qui démissionne en direct du gouvernement, puis celle qui s'affiche aussi en grand sur la communication de France Inter. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier, mais du côté de la direction des programmes, de la nouvelle direction des programmes, justement, on vient d'en parler, on doit se poser beaucoup de questions autour du remplacement de Léa Salamé. Eh oui, et c'est certain que si Léa Salamé prenait cette décision, ce serait le premier gros challenge pour Adèle Van Driet. Julien, tu penses que qui pourrait reprendre sa place justement ? Alors, Léa Salamé n'ayant pas encore pris sa décision,
il y a que des rumeurs pour l'instant. Est-ce qu'on se dirigerait vers un recrutement féminin pour maintenir cette parité qui, du coup, marche bien, c'est vrai, avec Nicolas Demorand qui, lui, a priori, ne bouge pas. Donc, moi, je pensais peut-être à Laetitia Krupa de France Info. Bon, pas beaucoup de notoriété, mais c'est elle qui est aux informés, notamment. Nathalie Saint-Cric est aussi beaucoup aux informés de France Info, elle qui vient de France 2, et du coup, il y a un peu le même pédigré que Léa Salamé. Chez les hommes, je pense que le coup de com' pourrait venir de Léopold Audebert, qui était sur France 2 et qui est maintenant l'un des visages phares de BFM. Il a suivi la campagne de Zemmour, on l'a vu en Ukraine récemment. Il intervient dans le podcast de Philippe Corbet, Le Service Politique. Pour moi, c'est la relève du journalisme politique. Alors, il vient du privé, c'est un homme, il est jeune. C'est pas évident. T'as une idée, toi? Parce que vraiment, là, pour le coup, quand Léa Salamé est arrivée, c'était vraiment un gros transfert. Et là, j'ai vraiment zéro visibilité, quoi. Non, aucune idée. J'avoue que c'est vrai que sur les rentrées, on parle beaucoup de transferts, etc. Et on voit quand même beaucoup de transferts. Et même pour Léa Salamé, on peut s'interroger si elle terminait sa matinale sur France Inter, est-ce qu'elle n'irait pas sur une autre généraliste? Alors peut-être en hebdomadaire ou peut-être plutôt l'après-midi pour effectivement pouvoir avoir encore ses matins pour la famille. Après, on avait évoqué RTL, peut-être. Je la vois mal quand même aller sur RTL. Ça va devenir quand même le groupe M6, M6 TF1. Elle est sur France 2. Elle risque de remplacer Laurent Ruquier sur France 2. Tout ça est un peu contradictoire. En tout cas, remplaçante ou remplaçant, ou peut-être rien, hein, ça se trouve c'est Nicolas Demorand qui va se charger de toute l'interview politique. On parle quand même de 2 millions d'auditeurs. Première interview de France en audience, le créneau de Léa Salamé. C'est pas rien. Alors, on est toujours dans ce contexte un peu de guerre en Ukraine et on a vu pas mal d'articles sur le retour un peu des grandes ondes, moyennes ondes, petites ondes, parce qu'elles permettent de pouvoir émettre d'un autre pays. Ouais. Alors en même temps, en France, on a totalement arrêté les grandes ondes, à part RTL. Les gens s'interrogent, est-ce que ça a encore du sens? Combien de personnes ont encore des postes chez eux pour écouter ces vieilles ondes à la qualité sonore parfois très mauvaise. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'il y a un revival de la modulation d'amplitude, comme on dit? Tu penses que ça va revenir? Écoute, honnêtement, non. Enfin, pour une raison simple et heureuse pour nous, c'est que on ne connaît pas cette tragédie qu'est la guerre. Donc, je vois pas où serait l'avantage pour nous ou l'utilité pour nous. Écoute, malheureusement, non, je vois pas de revival comme a pu être la platine vinyle pendant un moment. Ça me semble dépassé. Mais pour que la radio reste ce média de masse universel et toujours avoir des audiences qui frôlent avec les 75-80% de la population, est-ce qu'il n'y a pas justement, ça ne fait pas s'interroger à nouveau sur une diffusion hertzienne de manière un peu universelle et sur des très grandes étendues? Écoute, moi je vois qu'on a déjà du mal à se positionner sur le DAB, sur le numérique, sur les nouvelles manières d'écouter la radio. La confusion qui est faite entre le podcast qui vient du replay, le podcast natif, etc., etc. Alors l'AFM classique, c'est-à-dire cette fréquence assez courte en réalité, encore de grandes années devant elle, vraiment. C'est mon sentiment. Voilà. D'accord. Alors Julien, autre sujet dont tu voulais parler cette semaine, hein, et sans transition, tu voulais nous parler un peu de la présence des youtubeurs en radio. Ouais, il y a un lien qui se tisse entre radio et youtubeurs. Il y a un truc qui, moi, me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, hein. C'est vrai qu'on en discute comme ça en off souvent, entre passionnés de radio. C'est le sempiternel renouvellement des animateurs radio. Au-delà de ça, un peu des concepts, quoi. Je me dis souvent que la bonne pioche pourrait peut-être venir de YouTube. C'est pas simple, on a vu avec Domingo sur Énergie, c'était le dimanche soir, l'expérience a tourné court, car en fait Domingo était très à l'aise, il n'y avait pas de souci, l'émission était qualitative, mais bon, il préfère être libre sur YouTube plutôt que d'avoir des contraintes d'horloge, de playlist, de pub. Bon, on sent quand même que Énergie veut y aller. Émission avec Squeezie, c'était quelques mois de ça quand il a sorti son album. Squeezie qui est en playlist aussi, hein, puisque sa chanson avec Chrono Music
Dernière, là, voilà, c'est lui. Il y a aussi McFly et Carlito qui sont souvent invités sur Énergie. On les a vus faire des émissions à droite à gauche aussi. Ils sont en playlist également. J'ai découvert ça l'autre jour. J'étais un peu surpris d'ailleurs. Parce que bon, la musique de McFly et Carlito, c'est quand même, pas terrible, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas non plus des gros hits. Et pourtant, ça passe en playlist. Ils ont une web radio. Du coup sur laquelle on peut trouver, je crois, leurs choix musicaux et puis certainement des sketchs, des pastilles YouTube. La web radio est à leur nom, hein, la Lettre Pro a communiqué là-dessus récemment, c'est comme ça que j'ai découvert tout ça, et ça montre que les radios regardent l'énorme audience de YouTube et se demandent quoi en faire. Alors, tu vois, moi je regarde des YouTubeurs, vraiment ça me plaît bien YouTube, et je trouve qu'ils maîtrisent bien l'entertainment, ils font des lancements, les gars ont l'habitude, quoi, je veux dire, ils ont une communauté également qui est très forte, ils savent être partout à la fois, sur Twitch notamment. En plus, pour la petite anecdote, c'est vrai que sur YouTube, ils ont tous des perches et des micros de radio dans leur setup. À chaque fois, ça me fait assez marrer quand même de voir des chours qui se baladent à droite à gauche. Et je me dis que ça va peut-être venir, qu'il y aura peut-être des nouvelles émissions. Et je pense pas forcément à des émissions du soir, hein, parce que de toute façon, les gamins, ils écoutent pas la radio le soir. Non, je pense plutôt à des mornings. Tu vois, je me dis qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui qui regarde beaucoup YouTube, dans 2-3 ans, il ira bosser en voiture le matin, et la suite de D-Fool, c'est peut-être les Michou, les Inoxtag, etc. Ces YouTubeurs qui font de l'audience aujourd'hui. Je pense qu'on en reparlera en tout cas. Bon, on verra si l'avenir te donne raison, cher Julien. Dans le reste de l'actu, on a annoncé ce mois-ci que Digital Radio UK allait fusionner avec Radio Player UK. Ça veut dire que le bureau qui fait la promotion du DAB+, au Royaume-Uni sera aussi l'organisme en charge du player radio officiel sur IP. Alors c'est une belle convergence sur le numérique multi-support. On n'oppose plus l'IP à l'hertzien, ce qui au passage n'a jamais été le cas au Royaume-Uni. L'industrie a toujours travaillé main dans la main sur les différents cadeaux numériques. Bon, c'est pas vraiment comme la France, hein. Du moins, ça a l'air plus stable là-bas. Chez nous, c'est encore un autre débat, ça c'est sûr. Bon, ça s'est amélioré. Maintenant, les gens Oui. travaillent main Soyons dans la main honnêtes. dans le numérique aussi. Soyons honnêtes. Non, c'est plus on en parlait tout à l'heure avec les grandes ondes, c'est plus la compréhension du grand public, ça reste quand même un mystère. Pour plein de gens, tout ça est encore relativement flou. Dans l'actu, Olivier, j'ai aussi noté l'arrivée de Philippe Manœuvre. Pardon, j'ai essayé de l'imiter. Bon, écoute, c'est comme ça. Pas mal. Philippe Manœuvre en hebdomadaire sur RFM. Constance Becquet, dans notre épisode d'ailleurs du mois dernier, soulignait que RFM investissait toujours plus en fait sur les contenus pour se différencier notamment des plateformes de streaming. Et voilà, c'est une preuve, une fois de plus, ici avec cette nouvelle émission qui aura lieu le jeudi soir, et à n'en pas douter qui parlera de rock, on imagine. En effet. Je vois pas trop de quoi d'autre il pourrait parler, je t'avoue. Ah bah non, c'est quand même son truc. Mais il y a du bon rock hein, sur RFM, les Eagles, tout ça y va quoi. Ouais, j'adore. Oui, mais je sais que t'adores. Un petit rappel aussi sur les salons radio qui reviennent en grande pompe dans les prochains mois. Alors tout d'abord les Radio Days Europe à Malmö en Suède du 15 au 17 mai et dont les ondes Vocast est partenaire. Et 2 semaines plus tard, les 2 et 3 juin, c'est le grand retour du fameux salon de la radio à Paris qui depuis s'est renommé Paris Radio Show. C'est aussi dans un nouveau lieu, ça s'appelle la Scène Musicale, c'est à Boulogne-Billancourt. L'événement est toujours gratuit pour les pros et on a très hâte d'y revoir toute la petite communauté de la radio en France. À mon avis, rien que pour découvrir la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt, c'est là qu'il y a eu les Victoires de la musique notamment, et c'est une toute nouvelle scène, toute nouvelle salle de spectacle magnifique. Ça doit valoir le coup d'aller au Paris Radio Show. Alors le mois dernier, il y a aussi quelques lancements sur le DAB+ en région, notamment à Annecy. Et puis aussi à Paris, TDF a installé une nouvelle antenne au sommet de la Tour Eiffel, ça a beaucoup fait parler. La Tour Eiffel qui gagne quand même 6 mètres de hauteur. Donc l'antenne a été déposée en hélicoptère, évidemment, hein, pas de grue aussi grande que ça. Elle va notamment servir à diffuser donc le fameux DAB+.
Enfin, petite info sur ce livre qui est paru, Micro-souvenirs de Rémi Jounin. Rémi a 40 ans de carrière dans la radio, devant le micro et derrière. Il est passé sur RTL, Europe 1, Europe 2, Chéri FM, Radio Classique, Rire et Chanson, etc., etc. Il détaille dans ce livre 40 ans de souvenirs, la radio de l'intérieur, toujours beaucoup de plaisir à lire ce genre de témoignages. Donc on vous invite à aller le lire. Et la radio de l'intérieur, c'est aussi parfois à l'intérieur des magasins. Et on accueille Rémi Bertolon pour en parler. Salut Rémi. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors Rémi, tu es animateur, podcasteur et voice tracker, notamment du programme Rémi et Jam. Et comme chaque mois, tu vas nous parler d'un sujet de ton choix. Donc cette fois-ci, la radio dans les magasins. Ouais, exactement Olivier. Alors j'ai eu l'idée de parler avec toi des radios diffusées dans les magasins. Déjà parce que il me semble que c'est de plus en plus rare. Et surtout, je me suis trouvé dans une situation exceptionnelle. Il y a quelques jours, j'entre dans un lieu de shopping plutôt banal, un centre commercial pour faire mes courses. Jusque-là, bon, ça, je vous passionne pas tellement, hein. Alors je précise même que c'était un centre commercial qui s'appelait Leclerc. Voilà, vous connaissez. Je commence à peine mes emplettes et j'entends le jingle de la radio. Et pour la première fois, c'était une web radio et le centre Leclerc diffusait une web radio bien connue par les passionnés et professionnels de la radio. C'était Fréquence 3. Et oui, Leclerc diffusait Fréquence 3. Je trouvais ça original. Et d'ailleurs, le lendemain, j'en ai profité pour réécouter cette web radio, ma foi, fort sympathique. Alors, c'est vrai que l'avantage majeur pour un centre commercial, c'est d'avoir un flux musical comme Fréquence 3 en non-stop. Il y a pas de publicité, donc pas de concurrents, ni de marques citées. Au rayon des web radios qui sont diffusées par les magasins, Fréquence 3 pour moi c'était vraiment la première fois que j'entendais une telle marque de radio digitale. J'ai pu entendre aussi à plusieurs reprises le bouquet Hot Mix qui était bien repris à un moment donné. Mais ça reste rare. Alors qu'il y a quelques années, les radios grand public dans les magasins, c'était le Saint Graal. Quand vous travailliez dans une radio et qu'elle était diffusée dans un magasin, ça faisait vraiment concret, ça faisait populaire. Alors, en plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment le gage d'une radio qui était suivie. Alors Rémi, est-ce que les radios qu'on écoute dans les centres commerciaux font plus d'audience ? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai justement eu cette réflexion l'été dernier sur 2 de mes zones de diffusion. En plus, des régions très différentes les unes des autres, avec notamment une radio qui cartonnait et qui cartonne encore auprès des commerçants. Mais vraiment, en plus, cette radio était fortement inspirée de sa première concurrente. Donc c'est pour dire. En plus, elle n'était pas membre des Indes radios, donc ne diffuse quasiment aucune publicité. L'avantage certain pour un commerçant. Donc on se demandait vraiment si ça allait marcher, est-ce que c'était le reflet de ce que voulaient les auditeurs, est-ce qu'elle allait prendre des parts de marché. Et il s'avère qu'en fait, d'après les derniers médias locaux, elle n'est pas du tout sortie des radars. C'est une radio certainement qui est un petit peu écoutée, mais en tout cas vis-à-vis de médiamétrie, c'était pas significatif du tout. Et puis la deuxième radio sur une zone plus urbaine, repris également par les commerces de proximité, le résultat reste identique. Elle n'apparaît pas, ou très peu, sur les audiences médiamétrie. Alors c'est sûr, pour les équipes, entendre sa radio dans les commerces, c'est valorisant. Pour l'antenne aussi, pour les forces commerciales, c'est fédérateur. Mais ça n'a pas de résultat direct sur les audiences a priori, ou en tout cas sur les 2 cas de figure que je viens de citer. Et pour un magasin, c'est gratuit de diffuser la radio ? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Et alors, je vais l'avouer, j'ai fait une petite recherche pour ça. C'est typique les questions qu'on peut te poser assez facilement quand on sait quand tu bosses dans la radio ou que tu es passionné de radio. Mais en fait, ça t'intéresse pas tout de suite au premier degré. Mais bon, j'ai fait ma petite recherche et effectivement, les magasins doivent payer les droits SACEM. Alors pour les chiffres 2021, la grille 2022 va bientôt sortir, mais c'est pas le cas. Pour les commerces de détail, c'est par nombre de salariés. Si vous êtes 2 salariés, par exemple, ça vous coûte un peu moins de 180 € à l'année. Les salons de coiffure, c'est un tarif différent. Ça dépend des appareils, suivant la radio que vous utilisez, s'il y a des enceintes, etc. Faut compter à peu près 130 €. Et puis pour les bars et les restaurants, c'est beaucoup plus cher. Il y a une grille tarifaire extrêmement compliquée. On est en France, on fait jamais très simple. Alors c'est rigolo de se dire que la radio paye la SACEM et puis ensuite le diffuseur, le commerce paye aussi la SACEM. Alors c'est pour chambrer, mais en fait on est évidemment fiers de nos artistes et il faut rémunérer la SACEM, c'est évident. Merci Rémi, on espère te retrouver le mois prochain avec ta petite salade dans ta cuisine. Je t'en prie Olivier, merci.
Merci Julien, à toi aussi pour la couverture de l'actu. Tu sais où je me rends à présent? Pardon, dans ta cuisine avec une petite salade? Non, je me rends à Levallois-Perret. Eh oui, Ah, d'accord. Ah oui, chez Médiamétrie. exactement, chez Médiamétrie, c'est bien ça. C'est parti pour l'interview. À très bientôt Julien. Salut Olivier, salut à tous les auditeurs. Des ondes vocastes, l'invité. Julie Terrade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice radio nationale de Médiamétrie. Médiamétrie, c'est l'institut d'études officiel pour la mesure de l'écoute radio. Mais avant de parler de médiamétrie, et comme de coutume dans ce podcast, Julie, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Alors, donc comme vous le disiez, je travaille au département radio sur les dispositifs de mesure nationales. Et moi, je suis arrivée à Médiamétrie en 2007, donc ça fait déjà 15 ans. Et j'ai directement intégré le département radio. Donc ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et puis auparavant, j'avais travaillé pendant 7 ans dans un institut d'études assez classique pour travailler sur des études d'un tout autre sujet. Mais donc 15 ans de radio pour moi. D'accord, donc une spécialiste. Alors, on vous a invité pour plusieurs raisons. D'abord parce que Médiamétrie a modifié la méthodologie de mesure de l'audience radio en septembre dernier, mais aussi parce que, de manière générale, on a remarqué que la mesure de l'écoute radio restait encore assez mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Alors, un petit peu d'histoire, quand ont commencé les mesures de l'audience radio par Médiamétrie ? Alors, la mesure radio a été créée en 1986. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Alors, je vais peut-être pas refaire tout l'historique de la mesure radio, mais il y a eu quelques points clés dans l'historique et l'évolution de l'étude. Pour donner quelques exemples, en 99, un tournant majeur puisque on recueillait l'audience de la radio sur la veille, on est passé sur un recueil sur les dernières 24 heures. En 2002, on est passé d'une étude 15+ au 13+. Et puis, en 2005, le lancement de la 126 000, feu la 126 000, on y reviendra, avec l'intégration des études locales. Et puis, en septembre 2021, on a effectivement, pour remplacer la 126 000 et les médias locaux, lancé IR National et ses déclinaisons locales, IR Île-de-France et IR Local. Alors, la mesure de l'écoute radio est principalement déclarative. Cela veut dire qu'un panel de Français sont interrogés par téléphone sur l'écoute veille de la radio. Comment se passent concrètement ces entretiens téléphoniques? Quelles sont les questions posées? Alors, juste une petite précision. Donc, c'est une enquête. Ce ne sont pas des gens qu'on panélise, mais c'est une enquête où on va interroger dans ce nouveau dispositif 100 000 personnes à l'année entre septembre et juin pour recueillir l'audience de la radio, non pas sur la veille, mais sur les dernières 24 heures. Concrètement, comment ça se passe? Il y a plusieurs modules dans le questionnaire. Il y a bien évidemment un module socio-démographique où on va recueillir toutes les informations ayant trait à l'individu et à son foyer. Et puis ensuite, on va passer au questionnaire à proprement parler radio. Et là, on va décliner plusieurs modules. On a un premier module de notoriété, où là, on va proposer une liste de stations de radio aux personnes qu'on interroge pour leur demander si oui ou non ils connaissent cette station. Donc là, on prend une liste de stations qui émettent dans le département de résidence de la personne interviewée. Ensuite, on a un deuxième module, ce qu'on appelle les habitudes d'écoute de la radio. Là, on va demander aux personnes si en semaine, du lundi au vendredi, ils ont l'habitude d'écouter telle ou telle radio. Donc là, on va reprendre les radios qui sont connues de l'interviewé. Et puis ensuite, là, on va rentrer dans le cœur du questionnaire, dans le cœur de la mesure d'audience, où là, on va recueillir en spontané, sans aucune incitation ou citation de station de la part de l'enquêteur, toutes les écoutes qu'ils ont eues au cours des dernières 24 heures. Donc, en introduction, on leur dit que on va leur demander de nous dire tout ce qu'ils ont pu écouter à la radio, que ce soit chez eux, en voiture, au travail ou ailleurs, que ce soit sur un poste de radio, un poste de télévision, un téléphone mobile ou tout autre support, en direct, en replay, en podcast.
Ainsi, on couvre un peu tous les modes de diffusion et quelle que soit la localisation. Et puis, eh bien, on va partir de l'audience, de l'heure de réveil de l'interviewé, et puis dérouler jusqu'à l'heure de l'interview pour leur demander quart d'heure par quart d'heure quelles sont les stations qu'ils ont écoutées, et ensuite on va dérouler l'audience la veille. Et toujours quart d'heure par quart d'heure, même plus précisément demi-quart d'heure par demi-quart d'heure, pour savoir quelle station précisément ils ont écouté au cours des dernières 24 heures. Les demi-quarts d'heure, c'est une nouveauté de lire? Non, ça a toujours été. Après, c'est qu'on produit au quart d'heure. En fait, on a tout un système de relance. Où on leur demande, par exemple, ce matin, à quelle heure vous êtes-vous levé et avez-vous écouté la radio, ne serait-ce qu'un instant. À partir de quelle heure avez-vous écouté? À 8 heures. Était-ce un peu avant 8 heures ou un peu après 8 heures? On a tout un système de relance, mais cette granularité, c'est un recueil au demi-quart d'heure et production au quart d'heure, ça a toujours été la référence. C'est pas associé à la nouvelle équipe. Du coup, c'est un espèce d'arbre de décision, la façon dont les questions sont déroulées. Tout à fait. Et ce qui est important, ce qui est vraiment central, les enquêteurs sont briefés pour ça, c'est qu'à aucun moment, l'enquêteur ne peut relancer sur le nom d'une station. C'est vraiment à la personne, en tout cas, il relance pour avoir le nom exact de la station que la personne a écoutée. Donc ça vient spontanément de la personne interrogée et non de l'intervieweur. Voilà. Et ce qui fait que toute station est prise en compte dans les audiences. Alors, où sont localisés les personnels de Médiamétrie qui font ces enquêtes téléphoniques? Et est-ce qu'ils font ces enquêtes depuis des bureaux de Médiamétrie ou est-ce qu'ils travaillent aussi de leur maison? Alors, on a un terrain d'enquête qui est situé à Amiens, le MC2, et bien depuis mai 2020, depuis le début de la pandémie, on a dû mettre en place. On était évidemment à 100% présentiel sur le terrain d'enquête. On a à peu près une centaine d'enquêteurs qui travaillent chaque soir sur cette enquête. Et depuis le début de la pandémie, avec le confinement, on a mis en place un système pour permettre aux enquêteurs de travailler, de réaliser les interviews à leur domicile, en télétravail. On a aujourd'hui 40% des interviews qui sont réalisées à distance en télétravail. Et comme dans toute entreprise, on a passé un accord pour pouvoir poursuivre du télétravail. Alors, on a certains enquêteurs qui vont être éligibles au télétravail. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'enquêteur puisse assurer l'interview en télétravail. Mais on va conserver, finalement, même après la pandémie, une part des interviews réalisées en télétravail. Et sinon, c'est réalisé à partir de notre terrain d'enquête à Amiens. Alors, pourquoi la mesure de l'audience radio n'a jamais été automatisée comme en télé, par exemple ? Alors, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, et puis peut-être qu'après on aura l'occasion de parler de notre panel, du nouveau panel pour le coup automatique qu'on va lancer en septembre prochain. Alors, l'enquête téléphonique permet d'interviewer des échantillons très larges. Aujourd'hui, on interroge 100 000 interviews à l'année, et c'est ces tailles d'échantillons importantes qui nous permettent justement de prendre en compte toute la diversité de la radio et de pouvoir restituer des audiences à la fois au niveau national mais également au niveau local, ce qui est central pour la radio. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un plus petit échantillon. On a besoin vraiment d'un échantillon important. Et puis, je rappelle, parce que souvent on a tendance à comparer sur le marché français la mesure radio à la mesure TV ou à la mesure Internet. Mais en fait, chaque mesure est adaptée à la spécificité du média. Et comme je le disais, le média radio, il y a plus de 1000 stations diffusées en France, il y a une diversité sur le territoire qui est importante, donc seule une enquête téléphonique peut permettre de prendre en compte toute cette diversité. Et puis d'ailleurs, en fait, si on compare la mesure radio en France par rapport aux mesures radio qui existent à l'international, ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des pays, et quand on prend des marchés de la taille du marché français, aucun marché ne fait l'impasse sur une mesure déclarative. Et d'ailleurs, quand on compare avec différents marchés, on voit que la France est un des pays les mieux alimentés en data sur la mesure du déclaratif, à la fois en termes de taille d'échantillon, on a un échantillon qui est très important, et de fréquence de restitution. Tous les trimestres ou tous les 2 mois.
Enfin, tous les 2 ou Voilà. 3 mois. 4 sorties par an. Vous avez certains pays où il y a 2 points de mesure par an, sur des échantillons de 80 000 individus, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas d'une d'exception française à utiliser le déclaratif pour la radio. Et puis, par rapport à d'autres pays, si on fait un benchmark, on est vraiment bien positionné avec notre étude. Alors, parlons de cette fameuse EAR ou IR, hein, qui a remplacé la 120... IR. Alors, il faut dire IR, il faut pas dire EAR. Hein. Alors, l'IR... Voilà, IR. Alors, l'IR a remplacé donc la 126 000 radios en septembre dernier. Quels sont les principaux changements de cette méthodologie ? On a lu dans le communiqué qu'il y avait plus d'appels qui étaient faits sur les téléphones portables, qu'aussi tous les départements étaient couverts, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la méthodologie, la façon de collecter la donnée et aussi la façon de la restituer ? Alors, c'est pas une révolution de l'étude. D'ailleurs, on peut toujours comparer les résultats, mais c'est une évolution, effectivement, de la méthodologie. Ce qu'on a voulu, c'est d'essayer d'optimiser et de simplifier cette étude. Alors, pour bien comprendre, je vais peut-être vous expliquer comment étaient mesurés avant la 126 000 et les médias locaux. Par exemple, sur l'échantillon qui était constitué. C'est que avant, on avait 75 000 interviews qui étaient réalisées dans le cadre d'un échantillon, on dit échantillon maître, mais représentatif, France entière des individus 13 ans et plus. Et puis, on avait 50 000 interviews qui étaient réalisées dans le cadre de suréchantillons, ce qu'on appelle des surpressions, des suréchantillons en local, pour pouvoir nous permettre de produire des résultats en local à un niveau très fin. On descend à des agglomérations, pour avoir un minimum, un nombre d'interviews minimum pour pouvoir produire chaque année ces résultats. Mais de fait, d'une, c'était une complexité très importante de piloter cet échantillon, ce double échantillon. On faisait un pilotage unique, mais ça faisait beaucoup de quotas, une gestion très lourde au niveau du terrain. Et puis, en termes de joignabilité, d'appels, on fait des appels, on a toujours fait, et on a été, je pense, un des premiers instituts à faire des appels sur les mobiles, mais on avait besoin, pour piloter ce suréchantillon local, quand même d'utiliser une part importante d'appels sur fixe, parce que les appels sur fixe, avec les préfixes géographiques, nous permettaient de mieux piloter cet échantillon. Donc, de ce fait, on ne pouvait pas augmenter, comme on le souhaitait, le taux d'appel sur mobile. Eh bien, dans la nouvelle étude, donc IR et non EAR, IR national et IR local, on a un échantillon unique de 100 000 interviews représentatifs France entière, sur la base des individus de 13 ans et plus, avec donc on n'a plus cette déformation qu'on imposait sur l'échantillon avant, donc avec des redressements qui sont plus simples aujourd'hui. On a pu augmenter le taux d'appel sur mobile. On a plus de 70% d'appels sur mobile. Avant, on était entre 50 et 55%, ce qui nous permet d'améliorer la joignabilité dans nos études. Et puis, on conserve une granularité géographique fine pour pouvoir produire l'audience sur toutes les régions, sur tous les départements, alors qu'avant, on faisait 72 départements, et puis toujours près d'une centaine d'agglos. Mais en produisant des résultats sur la base de cumuls glissants de 2 ans. IR local, qui sortira fin juillet 2022, sera produit sur la base d'un cumul de 2 saisons, 2021 plus 2021-2022. Donc ça a été le compromis entre la nécessaire simplification de notre échantillon et de notre étude, avec la nécessaire optimisation de la joignabilité, tout en garantissant une granularité géographique fine. Alors, puisque vous avez évoqué du coup l'impact sur le local, le fait de prendre 2 ans de ces nouveaux échantillons, mais du coup uniques sur 1 an, est-ce qu'on ne perd pas du coup en fraîcheur de résultats, puisque les résultats qui seront publiés chaque année couvriront jusqu'à 2 ans en arrière ? Alors, on fait un cumul de 2 ans pour avoir la référence et produire tous les univers. Alors, dans les médias locaux, on était déjà sur une saison. Mais justement, pour permettre aux éditeurs, et ça, ce sera un service réservé, spécifique pour les éditeurs auront la possibilité de regarder les résultats sur une saison. On va leur produire des résultats qui seront à des fins éditoriales,
Ce sera pas la référence pour des communications, mais ça leur permettra quand même d'avoir le pouls sur une saison des résultats par univers. En revanche, effectivement, la référence ce sera sur un cumul 2 ans, et ce qui va nous permettre aussi de stabiliser un peu les résultats et de les rendre plus robustes. Et encore une fois, c'est un compromis qu'on a acté avec le marché, à la fois pour simplifier et en même temps garder cette granularité. D'accord. J'imagine que les professionnels qui auront accès à cette donnée sur une seule année, ça ne pourra être que sur les zones les plus denses et pas en zone rurale. Alors c'est un service éditorial qui sera accessible sur tous les univers. En revanche, ce sera uniquement sur l'ensemble de l'univers en base 13+. Ils ne pourront pas descendre sur une agglomération et regarder par cible d'âge, mais ça donnera quand même une idée sur l'ensemble des univers, y compris les agglomérations. Et puis il y a un point, puisque là on parle anciennement des médias locaux devenus IR local, mais on a un dispositif spécifique quand on parle du local. Il y a aussi l'Île-de-France, il ne faut pas l'oublier, où là on a une mesure spécifique sur l'Île-de-France, IR Île-de-France, et là pour le coup l'échantillon sur l'Île-de-France est renforcé. On va interroger plus de monde, on va faire plus d'interviews qu'avant, de par ce jeu d'échantillons qui a bougé. Et donc là, on va pouvoir produire 4 vagues de résultats au lieu de 3 actuellement. D'accord. Alors une dernière question un peu pratique sur justement cette collecte de données. Quels annuaires vous utilisez pour contacter les numéros de téléphone, aussi bien fixe que portable? Est-ce que vous faites des numéros aléatoires et aux premières questions de l'entretien, vous demandez où est-ce que les gens habitent, ou est-ce que vous avez le moyen? Alors vous disiez que quand vous faisiez par fixe, vous utilisiez l'indicateur pour au moins cibler une des 5 régions pour savoir un peu où est-ce que vous alliez atterrir. Mais de manière générale, vous composez de numéros de manière aléatoire. De manière aléatoire, avec des compositions, des déclinaisons de numéros. C'est-à-dire qu'on a des automates qui vont permettre de faire un +1 sur un numéro qui est généré de manière aléatoire, et ce qui permet aussi de pouvoir joindre des personnes qui peuvent être sur liste rouge, donc on a sur des bases annuaires, mais on décline les numéros, ce qui fait qu'effectivement parfois on peut avoir des personnes qui sont sur liste rouge ou qui ne sont pas, parce que disposer, vu le volume d'adresses et de numéros qu'on génère, il faut pouvoir travailler en aléatoire. On ne pourrait pas avoir un annuaire. Donc, c'est une base aléatoire. Cela veut dire que dans vos collectes de données, certains échantillons sont exclus si jamais, par exemple, une région est surreprésentée. Alors non, ça se fait aujourd'hui. On construit un échantillon, on a un système de quotas qui va nous permettre de piloter l'échantillon et de s'assurer d'une bonne représentativité de l'échantillon au niveau local également. L'échantillon est construit sur cette base des quotas. Alors, est-ce que les résultats de cette IR ont montré des évolutions particulières en termes de résultats par rapport à la 126 000 ? Non, et d'ailleurs on est dans la continuité. On n'a pas fait de rupture d'historique, puisque, comme je vous le disais, c'est pas une révolution, mais pas en place un nouveau système. On a juste aménagé. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait de rupture d'historique, et donc il n'y avait pas de raison que cet aménagement crée une évolution dans les résultats. D'accord. Alors, quelle est la fiabilité de ces enquêtes de manière générale? Quelle est la marge d'erreur? Est-ce que quand on a une radio qui fait, 7% d'audience cumulée, on est vraiment très proche de la réalité, ou est-ce qu'il y a une forte marge d'erreur? Alors, la marge d'erreur, dans l'absolu, c'est difficile de la définir. Elle est toujours associée à une taille d'échantillon et à un pourcentage observé. Alors, je vous avoue que je peux pas vous sortir la formule, et je pense que ça ennuierait vos auditeurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, on a un échantillon qui est quand même très important, 100 000 interviews. C'est probablement l'étude ou l'une des études en France qui adresse un échantillon aussi large. Et en moyenne par vague, on a entre 24 000 et 26 000 interviews qui sont réalisées. Donc
la marge d'erreur, elle est associée à la taille de l'échantillon. Donc, on a une précision qui est importante. Il y a toujours une marge d'erreur associée à les enquêtes, mais sur les tailles d'échantillons qu'on adresse, la marge d'erreur est quand même relativement limitée. On va être sur des chiffres à la décimale. Donc, on est sur des échantillons quand même très robustes. Alors, les résultats d'audience sont communiqués sur 2 indicateurs. L'audience cumulée, d'une part, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio au moins une fois par jour, peu importe la durée. Et on a aussi la part d'audience, ou PDA, qui représente, elle, la part de marché en volume d'écoute, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la durée d'écoute de chaque auditeur. Et bizarrement, en France, les radios communiquent surtout sur l'audience cumulée, c'est-à-dire quelque part qui favorise le picorage de l'écoute radio, tandis qu'à l'étranger, et ainsi qu'en télé en France, on utilise surtout la PDA. Alors pourquoi cette particularité de l'audience cumulée selon vous ? Alors, il faudrait demander aux acteurs radio, mais effectivement, on produit les mêmes indicateurs qu'en télévision. Vous parliez de la part d'audience, mais il y a aussi l'audience moyenne, le quart d'heure moyen, la durée d'écoute qui sont utilisés, et évidemment pour la commercialisation, pour le media planning, c'est bien les mêmes indicateurs qu'en TV, c'est du quart d'heure moyen qu'on va utiliser, du GRP. Alors, dans les publications à l'étranger en radio, on a des communications sur la part d'audience, mais moi je vois souvent des communications en contact. Donc il semblerait que ce soit plutôt une particularité radio versus TV plutôt qu'une particularité radio en France. Et on voit même à l'étranger, on voit des fois le weekly cum, des indicateurs une communication qui se fait même sur des couvertures hebdomadaires. Donc il n'y a pas d'indicateur juste ou pas, c'est un choix d'indicateur, et c'est vrai que en radio, on communique davantage sur l'audience cumulée, qui a un sens, c'est quand même le nombre de personnes qui, au cours d'un jour moyen, ont déclaré avoir écouté cette radio. Mais les autres indicateurs peuvent être utilisés. Mais en radio, effectivement, et je pense que c'est pas une exception française en radio, mais c'est vrai que cette notion d'audience cumulée est importante en communication. Pourquoi les web radios ne sont pas mesurées dans l'étude IR ? Alors, elles le sont. Comme je vous disais, dans le déroulé du questionnaire, on demande à la personne de nous déclarer tout ce qu'elle a pu écouter en radio. Donc, il arrive que des personnes, et on relève des citations de web radio, qui nous disent qu'elles ont écouté les citations. Ces citations de web radio sont bien intégrées au total radio. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas assez d'audience pour pouvoir les publier une à une, ou publier l'agrégat. C'est aussi parce que on a une mesure qui restitue une audience sur un jour moyen, et pour le moment on suit cette audience, mais on n'a pas suffisamment d'audience pour pouvoir publier les résultats. Mais dans le total radio, elles sont intégrées, et quand on interroge les personnes, elles peuvent nous déclarer toute écoute, et y compris des écoutes de web radio. Alors, est-ce que Médiamétrie mesure aussi les audiences des autres supports audio, comme les replays, les podcasts ? Alors, oui, comme je vous le disais sur l'introduction, c'est aussi une précision qu'on donne à la personne qu'on interroge, c'est de nous citer toutes ses écoutes, et y compris que ce soit en direct ou en replay ou en podcast. Et puis, 2 fois par an, on a une étude globale radio, vous avez peut-être déjà vu des communiqués de presse, qui est un module en fait qu'on insère juste après le module d'audience, où on va reprendre toutes les sessions déclarées par l'individu, et puis on va demander quel était le support d'écoute pour chaque session, et donc on récupère notamment ce qui nous intéresse, c'est l'écoute sur des supports numériques. On produit l'audience de la radio sur le téléphone mobile, sur un ordinateur, sur une enceinte à commande vocale, et puis si c'était du live ou du replay. Et donc ça, on a 2 vagues par an, on fait 2 points par an, et c'est intégré à l'étude IR nationale, et qui nous permet de mesurer, en tout cas de restituer une audience de la radio sur les supports numériques et aussi en replay. Alors, il y a une autre grande étude pour la radio qui s'appelle le panel radio, et qui sert à mesurer les habitudes d'écoute. Alors,
comment fonctionne-t-il? Et aussi, on a entendu le mois dernier par Constance Binquet, qui était notre invitée, qui est la présidente de Lagardère News et la présidente du bureau de la radio, qui nous a annoncé que la méthodologie de ce panel radio allait évoluer à la rentrée prochaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce panel à l'heure actuelle et ses évolutions à venir? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le panel radio est peut-être moins connu que IR National, et pour autant, c'est vraiment un des piliers du dispositif radio. La mesure radio repose sur 2 piliers, donc la grande enquête téléphonique dont on vient de parler, IR national, IR local, et effectivement le panel radio qui va donner, je dirais, de la profondeur chronologique aux résultats d'audience sur un jour moyen, puisque ça nous permet de mesurer, de restituer des niveaux de couverture, d'analyser les comportements d'écoute sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et effectivement de faire par exemple des analyses sur la régularité d'écoute des auditeurs. Alors, c'est effectivement l'autre pendant de l'évolution du dispositif, puisque on va, à partir de septembre 2022, faire évoluer ce panel qui va devenir Ear Insights, un panel permanent reposant sur un système de mesure automatique, l'audiométrie individuelle portée. Alors, peut-être pour bien comprendre l'évolution de ce panel, un petit rappel de comment on mesure aujourd'hui le panel radio. Donc, c'est une mesure auto-administrée, c'est-à-dire avec un remplissage de carnet d'écoute. On va panéliser des individus pendant 3 semaines, et puis on va leur demander chaque jour de remplir un carnet d'écoute et de cocher quart d'heure par quart d'heure les écoutes qu'ils ont pu avoir, les stations qu'ils ont pu écouter au cours de la journée. Donc, c'est un remplissage qui se fait maintenant majoritairement online. On a développé une application sur le téléphone, sur le PC, ou en papier crayon. Certaines populations plus âgées choisissent ce mode de remplissage. Et donc aujourd'hui, on a 2 périodes de panélisation. On va panéliser des gens, une partie en septembre-octobre, et puis sur 3 semaines. Et puis en janvier-février, on va constituer un autre demi-panel, toujours avec un remplissage sur 3 semaines. Et donc on a une publication par an qui va cumuler les deux périodes. Avec le nouveau panel Ear Insights, ce panel va s'appuyer sur un panel permanent de 5000 individus âgés de 13 ans et plus, donc représentatifs de la population française, bien évidemment, et qui sont équipés d'un audimètre miniature, Raytoner, un petit pager, qui doivent porter dans leurs activités quotidiennes tout au long de la journée. Et cet audimètre identifie les écoutes réalisées par les panélistes, donc tout au long de la journée, grâce à la technologie du watermarking. En fait, les éditeurs insèrent une marque inaudible dans le son que ce petit pager est capable de capter. Et c'est comme ça qu'on restitue ces audiences. Donc c'est la même technologie que celle qui est utilisée en télévision, et c'est le même panel que celui qui est utilisé pour la mesure hors domicile en télévision. Est-ce que ça fonctionne pour l'écoute avec des écouteurs sur un téléphone, ce pager? Alors, il se trouve que techniquement, on a la solution pour mesurer l'écoute au casque, puisque on fournit aux panélistes un adaptateur qui peuvent connecter quand ils ont une écoute au casque. Maintenant, dans la vraie vie, on se rend compte que cet adaptateur est insuffisamment utilisé. Donc là, ce qu'on a mis en place, ce qu'on est en train justement de travailler avec notre direction scientifique, c'est une modélisation de l'écoute au casque. Donc c'est quelque chose c'est pour effectivement pouvoir transférer. Alors on va avoir un module posé dans Ear National pour pouvoir recueillir et distinguer les écoutes avec ou sans casque, et on va faire un principe de fusion, pouvoir modéliser l'écoute au casque pour pouvoir la transporter dans Ear Insights. Est-ce que les gens qui font partie de ces panels ont un reward, c'est-à-dire soit des bons d'achat ou un avantage à faire partie de ce panel? Est-ce qu'ils sont rémunérés, ou est-ce qu'ils ont des bénéfices en nature?
Alors, il y a toujours une incentive. Quand on constitue un panel, il faut toujours qu'il y ait une incentive. Maintenant, il faut qu'elle soit mesurée, parce que justement, on ne veut pas professionnaliser la participation à un panel. Donc, il y a des incentives, mais elles sont mesurées parce que pour éviter qu'on ait des professionnels et que ce soit vraiment une voie de rémunération que de participer à un panel. Et ce qui doit motiver le panéliste, c'est quand même l'envie de contribuer à ce panel. Ça doit pas être l'incentive, mais ça doit être encourageant et ça doit être relativement motivant. Est-ce que vous pouvez décrire quelle est cette incentive ? Alors c'est un système. Alors là, j'aurais plus. J'ai peur de vous dire des bêtises. J'aurais plus en tête le système. Je pense que c'est un système de points qui cumule, mais on est sur des rémunérations qui sont assez faibles aujourd'hui, mais c'est un système de cumul de points. D'accord. Les gens qui sont interviewés au téléphone, dans le cadre de l'IR normal, national, n'ont pas du tout de ce genre d'incentive, par contre. Non, parce qu'on les interviewe en one shot, on les a au téléphone, ils acceptent ou ils acceptent pas de répondre. Très bien. Juste peut-être un point, parce que j'ai pas eu le temps de terminer sur cette évolution du panel. Je voulais juste quand même préciser les bénéfices quand même de par rapport au panel radio actuel. Quels seront les bénéfices de ce panel automatique qui repose donc du coup sur un panel permanent? C'est que grâce à ce nouveau panel, on aura une meilleure représentativité de la saison pour les analyses de comportement d'écoute. On aura plus de périodes d'observation. On aura 2 à 4 vagues selon la souscription des éditeurs. Et puis, on va pouvoir avoir une plus grande profondeur d'analyse avec des couvertures calculées sur 4 semaines, alors qu'aujourd'hui, on est limité à 3 semaines. Voilà, c'était pour préciser les bénéfices de Ear Insights, dont le lancement est prévu en septembre avec des résultats en novembre. Alors, une dernière question. Tous ces changements de méthodologie peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les audiences des radios. Comment sont prises ces décisions entre les radios et avec Médiamétrie au sein de quel collège comment s'il y a un vote? Alors, oui, tout à fait. Vous le savez sans doute, on a un système de gouvernance à Médiamétrie. On a différents comités. On a un comité radio, comme on a un comité TV, un comité Internet. Et donc, toutes ces évolutions des dispositifs sont actées en concertation et soumis à un vote avec les acteurs du marché qui sont présents dans ces comités. Alors dans ces comités, on a tous les acteurs du marché, à la fois des éditeurs, mais des agences et des annonceurs également. Et puis en amont de ces comités, on va travailler avec les clients également dans des groupes de travail. On a beaucoup de réunions préparatoires pour pouvoir échanger avec eux sur les évolutions qu'on propose. Mais c'est vrai que les mesures de médiamétrie, elles permettent à nos clients à la fois de piloter leur activité éditoriale et aussi publicitaire. Il faut se représenter l'audience comme une monnaie qui fait référence et qui permet des transactions. Donc c'est une donnée qui est sensible. Et donc on se doit de fournir une mesure juste, une mesure référente, et puis de pouvoir l'adapter en permanence aux évolutions des offres. Et du coup, c'est dans notre mission, notre devoir, mais notre ADN, d'essayer de créer un consensus pour pouvoir fédérer autour d'une mesure commune. Donc les évolutions dont je vous parlais à la fois sur l'enquête téléphonique et sur le panel ont été actées en comité par le marché. Et est-ce que l'univers des annonceurs aussi a un mot à dire dans les évolutions de ces... Ils sont présents au sein de nos comités. On a un collège éditeur et puis un collège agence annonceur. Julie Terrade, directrice radio nationale de Médiamétrie, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux au micro. Merci à nos intervenants, Julien Vigier, Rémi Bertolon et Julie Terrade. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions sur vocast.fr et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve le 1er mai avec toujours plus d'actu et d'interviews sur le monde de la radio. À très vite. Des ondes Vocast.